soulagement de la souffrance psychologique. Alors, un être qui est malade, qui a un cancer avancé, va souffrir d'une décompensation anxieuse, il va être très anxieux, parce que vraiment, il ne va pas pouvoir décerner l'évolution, son futur. C'est flou, son futur est flou, donc il va devenir très anxieux, il va même être déprimé. Donc, à ce moment-là, on peut faire intervenir donc, des psychologues ou des psychiatres. Voilà donc la définition en fait des soins palliatifs. C'est la prise en charge globale d'une personne malade et de sa famille en phase évoluée d'une maladie incurable. C'est effectuer des soins spécifiques, c'est soulager si on ne peut pas guérir, c'est rechercher une qualité de vie, c'est prendre en charge les symptômes et la douleur, c'est permettre de vivre la vie jusqu'au bout. C'est-à-dire, en fait, le malade va pouvoir vivre, c'est-à-dire le moment pleinement jusqu'à la fin. Ce qui est vraiment très différent, parce qu'avant, dans les années, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, dans notre institution, malheureusement, les malades donc pour qui on ne pouvait pas du tout offrir un traitement spécifique, on les voyait juste à domicile, mais sans même leur proposer un traitement antalgique. Donc les choses ont quand même changé, comme a dit le professeur Daniel, donc ont vraiment évolué dans le sens où on peut prendre actuellement un être en phase palliative jusqu'au bout. La mort est un processus naturel dont il ne faut pas l'arrêter. L'arrêter, c'est l'euthanasie, donc ce n'est pas du tout dans nos cultures, ni retarder le décès. On ne s'acharne pas, c'est-à-dire qu'en fait, quand la fin est là, donc on ne va pas réanimer un malade qui fait un état de choc alors qu'on sait qu'il est multimétastatique. On va le laisser partir. Donc le malade est pris en charge avec ses proches dans un processus toujours global, médical, psychologique, social et spirituel, car en fait, on s'intéresse également au social du malade. Je vous explique. En fait, les soins palliatifs se font dans une équipe de soins palliatifs. Et l'équipe va comporter le médecin algologue, le médecin qui s'occupe des soins palliatifs, l'oncologue, le chirurgien, le radiologue, le radiothérapeute, le pharmacien, le technicien en pharmacie, les infirmiers, l'assistante sociale. Également joue un rôle important, le psychologue ou la psychologue et le psychiatre. Donc l'assistance sociale va aider justement à préparer éventuellement un retour du malade à domicile, par exemple. Je vous explique un peu plus. Supposons que le malade est hospitalisé en unité de soins palliatifs et qu'en fait, tous les symptômes sont contrôlés. Il n'y a plus de douleur, il n'y a pratiquement plus rien à soulager et qu'on veut planifier un retour à domicile. Par exemple, l'assistance sociale peut aller au domicile du malade s'il est paraplégique, voir si le malade, par exemple, si le domicile du malade est prêt à recevoir le malade en fait. Par exemple, s'il habite au 4e étage, il sera difficile à la famille de le faire monter au 4e étage. En fait, de solutionner justement, de trouver une solution pour préparer ou proposer le retour du malade à domicile. Donc voilà les différents symptômes que l'on peut traiter. D'abord l'abord psychologique. Donc on peut avoir affaire à un spécialiste, enfin un psychologue. Le traitement de la douleur. Et le traitement de la douleur, c'est un chapitre entier. Donc la douleur d'un malade qui a un cancer, une maladie incurable, peut être due à l'envahissement tumoral, à la progression de la maladie, ou elle peut être séquelaire, donc en rapport avec le traitement spécifique de la maladie. C'est-à-dire les traitements que l'on va proposer à la maladie, comme la chimiothérapie, la chirurgie ou la radiothérapie, c'est un exemple de la chimiothérapie, peut provoquer par exemple une neuropathie sensitive au niveau des mains et des pieds. Donc il faut pouvoir la diagnostiquer et la traiter. Donc l'infiltration tumorale, justement, se voit dans 70% des cas de cancer évolué, et elle peut être d'origine osseuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et plusieurs localisations osseuses peuvent se voir. Les localisations périphériques, en fait, de bassin, les os lents, le rachis, donc cervical, dorsal ou lombaire, en fait, plusieurs localisations, et ces localisations sont très très douloureuses. Donc il peut s'agir de nodules pulmonaires diffus, d'une infiltration pariétale, il peut s'agir d'une augmentation de métastases hépatiques avec une augmentation de la capsule de glissant, en fait, plusieurs localisations douloureuses tumorales. Traitement les soins de bouche. Les soins de bouche sont très très importants en matière de soins palliatifs. Donc il faut savoir rechercher, donc souvent ils vont être à l'origine de l'absence d'alimentation du malade. Il peut s'agir d'une infection, d'un problème infectieux, par exemple une candidose, qu'il faut savoir diagnostiquer et traiter. Et proposer également des soins de bouche.
la constipation, c'est aussi un symptôme très important à prendre en considération en matière de soins palliatifs. Vous savez qu'en fait, pour traiter la douleur d'un cancer, on peut proposer des médicaments selon 3 paliers, premier, deuxième et troisième palier, et surtout le troisième palier qui comporte de la morphine, la morphinothérapie, et que la morphine entraîne une constipation. Donc il faut donc savoir diagnostiquer une constipation et donc la traiter pour justement améliorer ce symptôme. La constipation peut être secondaire à le traitement morphinique, mais elle peut être également secondaire à d'autres origines, à la maladie elle-même, donc une sténose tumorale ou l'alitement du malade ou autre. L'hydratation, il faut savoir également proposer une hydratation du malade qui ne s'alimente plus. Donc le traitement de la dyspnée, donc on va le voir tout de suite, le docteur Amara va nous parler un peu d'un symptôme en long et en large, donc il a la dyspnée en matière de soins palliatifs. Et puis, autres symptômes neurologiques, par exemple, ou des nausées ou des vomissements. Et puis, le traitement des derniers moments. Il faut également, dans les soins palliatifs, s'intéressent justement au traitement des derniers moments. Les derniers moments, donc les râles de la mort, etc. Et on va pas s'étendre là-dessus. L'anorexie également. L'insomnie aussi, des problèmes de sommeil. Donc, on va essayer de gérer les problèmes de sommeil. Les odeurs, c'est l'apanage essentiellement des tumeurs qui progressent, comme les tumeurs ORL, gynécologiques et de toutes les plaies, donc toutes les perméations cutanées de tumeurs. Et puis, donc, on va proposer que ce soit un traitement, en fait, l'hygiène, ou bien un traitement par antibiotiques ou autre. Le malade. Alors, le malade est au centre des soins. Seuls jugent de leur objectif et de leur bien fondé, ainsi que de leurs résultats. Et comme l'a dit tout à l'heure le professeur Benayed, la qualité de vie, le bien-être d'un malade, son confort, ne peuvent être décrétés de l'extérieur par des mesures objectives, quelles qu'elles soient. Voilà, donc un peu, je reviens donc au schéma, c'est une continuité de soins, on revient, c'est des soins d'accompagnement jusqu'au bout. Et voilà, donc on fait le malade entouré d'une équipe pluridisciplinaire. Vous voyez donc le médecin, l'infirmière, la nutritionniste aussi joue un rôle important car ces malades vont avoir des problèmes de nutrition, donc ils ne vont plus pouvoir s'alimenter. Je pense. Juste pour vous dire qu'en fait, c'est les structures de soins. Les structures de soins, alors ces soins palliatifs se font dans deux endroits, ils peuvent se faire dans 2 endroits différents, soit en unité de soins palliatifs, comme l'unité de soins palliatifs que nous avons créée donc avec le professeur Benayed il y a quelques années déjà, et qui n'est devenue fonctionnelle malheureusement en 2007, l'unité de soins palliatifs, ou bien avec des équipes mobiles de soins palliatifs ou hospitalisation à domicile, qui n'existent pas encore en Tunisie, qu'on a voulu développer il y a quelques temps, mais qu'on a toujours quelques difficultés à le faire. Voilà. Je pense, je te laisse finir. Bon, rôle de l'infirmier en soins palliatifs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est primordial. C'est le soignant qui est le plus en contact avec le malade, donc je ne vais pas me répéter. Donc il va jouer un rôle important, vous voyez, il va un petit peu, c'est un malade qui est immobile, qui va pouvoir le bouger, le faire changer de position, donc voir s'il a une douleur, même faire sa toilette, la toilette tout entière, leur faire des bains, donc, en fait dans les pays européens, donc il y a des bains spécialisés pour des malades de ce genre, qui sont handicapés, qui sont vraiment très, très difficilement lourds, je veux dire. Donc il y a des bains spécialisés. En conclusion, l'ambition des soins palliatifs est de transformer cette phase de la maladie en essayant de supprimer tout l'inconfort et de donner de la sérénité à tous les malades, ce qui peut être difficile. L'approche de la mort reste une des expériences humaines les plus éprouvantes, tant au plan physique, psychique qu'émotionnel. Les soignants peuvent prendre en compte soigneusement tous les symptômes gênants, donc on peut prendre en charge tous les symptômes que peut présenter le malade et remédier du mieux qu'ils peuvent selon le désir du malade. Tu vois, il faut toujours mettre le malade au centre et accéder en majorité à ses désirs. Donc, ils vont permettre, ces soins palliatifs donc, vont permettre aux malades de mieux vivre ces moments. Je vous remercie. Je pense. Merci. Entre-temps, si vous avez des questions à poser. Oui. Vous avez des questions? Entre-temps. Si vous avez des questions à poser, vous êtes des élèves en
Ce sont des anesthésistes, des infirmiers, des nutritionnistes, des radiothérapeutes. Enfin, il y en a tout. Aucune question? Il n'y a pas de questions? Allez-y, oui. Quand vous parlez des soins palliatifs, vous avez seulement énoncé ces deux types de maladies, dont Énoncé de type? la neurologie, dans le service de neurologie et de cancérologie. S'il vous plaît. Et la définition de soins palliatifs dit qu'on prend... Mais je n'ai fait que citer, je n'ai pas dit uniquement ces deux maladies. Donc les soins palliatifs s'adressent à toute maladie grave. Donc il va nécessiter ce genre de soins. Ça ne s'arrête pas uniquement à la neurologie et à la cancérologie. Je dis bien dit parce que nous, on est à l'INSEE. D'origine, on est cancérologie. Donc on a voulu développer d'abord les soins palliatifs en cancérologie. Mais ça peut se faire à toutes les maladies des soins palliatifs, c'est sûr. Autre maladie dangereuse en dehors de... Le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, par exemple. L'hépatite C. L'hépatite B, la cirrhose, oui. Toutes ces maladies qui vont décompenser. D'autres questions dans la salle? Micro, madame. Le rôle de l'infirmier et les autres membres de l'équipe. On n'a pas parlé de l'entourage de cadre paramédical de l'ANSI. On a juste assisté à un Tu peux en réanimation. Ne vous inquiétez pas, vous allez assister les cancérologues. Mais juste à un stade qui est beaucoup plus précoce et avant Lorsque le technicien anesthésiste assiste en général le chirurgien dans son intervention. L'anesthésiste intervient surtout en réanimation. En réanimation. Voilà, en réanimation. Les techniciens anesthésistes en réanimation interviennent. L'intervention, voilà, en réanimation. Oui. Voilà. Et la réanimation, c'est un peu... Tu sais, les soins palliatifs, ça... Voilà, on peut faire des soins palliatifs en réanimation. Oui, en réanimation, éventuellement, oui. C'est bon? Alors, d'autres questions? Quand vous avez dit que des soins palliatifs continuent jusqu'à la mort du patient, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fait, quand le malade va décéder, vous savez que c'est quand même une période très difficile pour la famille. Et la période de deuil, normalement, dure une année pour les gens qui acceptent la mort du patient et qui le font normalement. D'autre part, ils le font sur 3 ans. Donc les soins palliatifs en général, en fait, l'équipe de soins palliatifs prend en charge la famille, l'endeuillé, en fait, la famille du malade qui est parti, qui est décédé. C'est-à-dire, il peut s'agir d'enfants, on a vu aussi des enfants qui ont décompensé après la mort du papa, par exemple. Donc on continue de les prendre en charge. D'accord? Là, ce sont les psychologues alors qui... Les psychologues et puis l'équipe. Puis si la malade, pas uniquement le psychologue, des fois la femme du patient qui est partie a besoin de décharger, de faire une décharge émotionnelle, donc on l'écoute. Tu sais, c'est des femmes qui arrivent, qui vous disent je continue de voir mon mari du soir, je fais des rêves, je fais des cauchemars, je n'arrive pas du tout à fermer les yeux, je ne dors plus, voilà ce genre de situation, tu vois. Et puis, donc si on trouve que c'est un problème psychologique ou psychiatrique majeur, on les oriente vers le psychiatre. D'accord? Sinon, si c'est juste une décharge, on peut juste les soutenir. Donc dire que c'est tout à fait normal, que vous allez un petit peu oublier. Et puis voir le problème de scolarité des enfants aussi, les enfants qui ont des problèmes scolaires. Donc on ne le fait pas beaucoup en Tunisie parce qu'on n'a pas l'équipe spécialisée. Vous savez, en France, ils ont les psycho-oncologues. Les psycho-oncologues, en fait, des gens qui sont spécialisés en oncologie. Et donc qui continuent de suivre justement la famille de l'endeuillé. Mais logiquement, les soins palliatifs devraient continuer de prendre en charge la famille jusqu'au bout. Oui, moi c'est juste pour compléter sa question, je voulais savoir si le suivi, déjà à partir de l'hôpital avant le décès du malade, et après le décès du malade, il va falloir suivre la famille. Est-ce que c'est payant? Qui se charge de ça? Est-ce que les psychologues sont bénévoles ou bien il faut qu'on leur donne un peu d'argent? En général, en fait, on n'a pas pu développer encore cette équipe qui va suivre le malade à domicile. Vous parlez, le malade n'est pas encore décédé ou bien quand le malade est décédé?
Quand le malade est décédé? Avant le décès. Avant le décès, les psychologues, je pense, si c'est des malades hospitalisés en fait qui viennent à l'hôpital, ça se fait gratuitement parce qu'on a 2 psychologues à l'hôpital. Par contre, si c'est des malades qui suivent dans le secteur privé, les prises en charge sera payante. Il y a d'autres questions? Si le malade reste comment dire, une longue période dans un état, soi-disant, d'un coma ou d'inconscience, c'est qu'il est dans le dernier stade de la maladie dont il est atteint. Quand on décide vraiment de lever le pédale de soins palliatifs, on décide d'arrêter les soins palliatifs pour lui. C'est une discussion éthique très, très importante. Hein. Est-ce qu'on a le droit, justement, qui vous donne le droit de lever quand vous dites de ne plus faire de soins palliatifs ou de vraiment de ne plus donner, enfin, de ne plus suivre le malade? Vous n'avez pas le droit, logiquement. Donc il faut le suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait une mort naturelle. Il y a des situations où le patient est mineur ou handicapé mental, où la décision n'appartient pas au patient. Et ça, c'est un débat avec la famille qui décide ou non d'arrêter ou de lever la pédale. Autre question? On continue après si vous avez d'autres questions, d'accord? Oui. Vous vous préparez. Oui, venez. Je vous attends ta question. Merci, professeur Laïs et professeur Benaïed. Voilà, on va essayer d'entrer un peu dans le vif du sujet. J'ai pensé que je vous présente un cas clinique de soins palliatifs pour vous montrer un peu comment ça peut se passer au quotidien. Donc, j'ai choisi un cas de dyspnée terminale. Est-ce que vous savez Est-ce que vous savez tous qu'est-ce que c'est une dyspnée? Oui, une difficulté de respiration. Voilà, très bien, c'est une difficulté de respirer. Et comme a dit Dr. Rice, en soins palliatifs, on s'intéresse au confort du malade et à la qualité